légitimité. Et je trouve ça bien d'organiser ces rencontres parce qu'on se rend compte surtout qu'entre ce qu'on apprend à la fac, dont on va vraiment avoir besoin, notamment les références sur l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui est quand même pour moi fondamental, les dispositions 6 et 8 de la CEDH, mais on se rend compte qu'avant d'appliquer les très grands principes, il y a une marge entre ce qu'on a pu apprendre dans les cas pratiques et quand vous arrivez dans le monde professionnel. Alors moi j'ai une particularité, bon ça vous l'avez remarqué, je suis une femme, donc c'est pas très compliqué à le voir, mais tous les grands avocats que vous assistez, Mickaël, je les connais tous, parce que Jean-Yves Liénard est une énorme référence. C'est un avocat, je pense que pour un jeune, en tous les cas, c'est un peu démoralisant de le voir, parce que dès qu'il prend la parole, on se dit mais je vais jamais réussir à être avocat, parce qu'il manie la langue française sans aucune difficulté. C'est un excellent avocat. Christian Saint-Palais aussi est extrêmement talentueux et très grand plaideur. Delphine Bozel, que je connais évidemment, c'est une de mes amies, s'est spécialisée, elle a fait sa marque de fabrique dans tout ce qui est droit pénitentiaire et l'exécution des peines. Alors moi j'ai une particularité, c'est que je fais du pénal général, mais je fais notamment beaucoup de grand banditisme. Et je fais aussi par exemple beaucoup de gens du voyage. Je vous cite ça parce que quand on est à la fac, ce que j'ai regretté, je ne crois pas que ça se fasse maintenant, on apprend le droit, vous en avez besoin, c'est un fondamental, mais on n'apprend pas, il n'y a pas du tout de cours, sauf dans les certificats criminels, on n'apprend pas ce qu'est une autopsie, on n'apprend pas à déchiffrer une scène de crime, et il n'y a pas de cours de psychologie. Or, entre le jeune avocat qui va devenir, ou le jeune magistrat, où je crois qu'il y en a certains qui vont être gendarmes, il y a l'aspect théorique, mais après être confronté à la réalité de gens qui ne sont pas forcément de votre milieu, parce que c'est ça la réalité pénale, on ne défend pas que des gens de son milieu, loin s'en faut, eh bien on n'a pas forcément les bons codes pour appréhender, et surtout, moi je le vois avec les jeunes avocats, il y a forcément, et c'est nécessaire, la barrière de la jeunesse. Et gagner une crédibilité quand on est jeune avocat, et qui plus est quand on est une jeune avocate, bah, c'est difficile quand on a un vieux routier des braquages ou des gens du voyage qui connaissent l'eau-clos mieux que vous, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'eau-clos quand on arrive dans le milieu. Et eux, ils connaissent déjà tout ce qui se passe avec l'eau-clos. Bon, l'eau-clos, c'est évidemment l'office central qui surveille tout ce qui est criminalité organisée, et en particulier qui cible les gens du voyage. Voilà, donc je trouve que il y a un petit peu moins maintenant, mais cette initiative à laquelle vous avez la chance de participer, c'est bien de pouvoir rencontrer des professionnels pour un petit peu démystifier ce qu'est le professionnel. Et nous, c'est un avantage pour les professionnels, c'est de voir justement toutes ces ressources. Là, j'ai vu certains, vous avez répondu à des questions. Moi, je le dis sans aucune hésitation, j'ai été vraiment bluffée. Parce que on oublie dans la pratique professionnelle parfois les réflexes théoriques que l'on devrait avoir. J'ai déjà beaucoup trop parlé, mais je suis avocat. N'hésitez pas. Pourquoi Bobigny? Bobigny, c'est très simple. Alors, pour plusieurs, enfin, très simple pour plusieurs raisons. C'est deuxième juridiction de France, Bobigny. Je fais que du pénal, je fais pas de pénal financier. Donc, en fait, moi, je fais du pénal itinérant. J'ai fait des très gros dossiers très lourds. Parce que ça c'est pas forcément, et on l'apprend pas à la fac, il y a une chose de défendre des gens, d'apprendre le droit, mais après je vous dis, il n'y a pas de psychologie. Et le problème c'est que les gens que l'on défend, il y a une énorme violence, et il y a des histoires de règlement de compte, mais qui existent réellement. Et donc j'ai fait des procès très lourds avec des pressions très importantes et notamment des menaces. Je pense à un dossier d'assises auquel je participais. J'étais assise à côté d'un confrère qui est un copain. Je me lève à un moment, lui se lève pour un moment, moi je me lève pour X raison. Il reste assis à côté du box. L'accusé qui est derrière lui se jette sur lui pour l'étrangler. Bon, on n'est pas évidemment préparé à ce genre de scène-là, mais c'est des dossiers qui sont très lourds à gérer au quotidien. Il faut vivre avec ça, et donc j'en ai eu un peu assez de ces dossiers-là. Donc j'ai voulu partir à Bobigny en me disant je ferai plutôt des comparutions immédiates, ce qui est beaucoup plus facile quand on a l'habitude d'en faire. Donc en fait, je ne fais pas de comparution immédiate, c'est toujours des gros dossiers pour finir. Mais il y a aussi un autre avantage, il y a un avantage économique. Paris intramuros, les bureaux sont très chers. Si vous avez la chance d'avoir des confrères qui vous aident pour vous installer, si vous avez la chance d'avoir des parents avocats, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et au pénal, très sincèrement, il y a des confrères à juste titre qui prennent des très beaux bureaux dans le 16e arrondissement pour une question simplement de marketing. Ça rassure un client de savoir qu'un avocat est installé, parce que c'est un peu l'histoire de la culture bling-bling, il ne faut pas se leurrer. Un avocat qui roule en très belle voiture, c'est la caricature totale, mais un avocat qui roule dans une grosse voiture, qui a une grosse montre, des grosses chaussures, et qui est dans le 16e, ça veut dire, pour certaines personnes, évidemment, qu'il gagne de l'argent, et que s'il gagne de l'argent, c'est que c'est un bon avocat.
Évidemment, si c'était comme ça se saurait. Parfois ça rime avec, mais parfois ça rime pas avec, pour plusieurs critères qui sont certainement personnels aux avocats. Mais tout ça pour vous dire que je pars du principe que maintenant le pénal ne va plus se faire dans Paris intramuros. D'abord parce que la clientèle pénale de droit commun n'habite pas dans Paris intramuros. Elle vient de l'extérieur et elle vient commettre des délits à Paris. Notamment, il suffit de voir les Pink Panthers, ne sont pas des Parisiens, mais ils viennent pourquoi à Paris? Parce qu'il y a les bijoux. Harry Winston s'est fait, quand Harry Winston a eu le braquage d'Harry Winston, ce sont tous des gens du 93 et du 77. C'est très très rare de voir des délinquants d'habitude habiter ayant pignon sur rue sur Paris. Il y a quelques réseaux locaux, notamment au trafic de stupes, mais tout ce qui est affaire GIRS, c'est juridiction interrégionale spécialisée. À Paris, ils sont 8 juges actuellement. C'est quasiment tous des gens qui viennent de l'extérieur de Paris. Donc, moi, j'estime qu'actuellement, être dans Paris, et l'histoire de l'image de dire c'est parce que je suis avocat à Paris, c'est pas vrai. Et quand je vous dis tous, alors en plus, là, vous n'êtes aucune université parisienne, mais je connais de très grands, d'ailleurs, à Lille, il y a plusieurs très grands pénalistes. Je ne parle même pas d'Éric Dupond-Moretti, je ne parle même pas de Franck Berton, il y a Julien Delarue, enfin, il y a Chérifa Ben Moufok, il y a plusieurs grands avocats. Évry, il y a notamment Damien Brossier. Enfin, tous ces avocats ont réussi sans être au barreau de Paris. Et puis en plus, moi j'ai un peu le goût d'une challenge. Penal Trophy me va très bien. J'ai plusieurs challenges. J'ai commencé ce métier en disant que je voulais faire du pénal. On m'a dit que c'était pas possible parce que j'étais une femme. Bon, moi je pense que maintenant j'ai démontré que j'ai une clientèle exclusivement masculine. Je défends quasiment, j'ai pas fait ce choix. Mais actuellement, je crois que j'ai 2 femmes en client. Tout le reste, ce sont des hommes. Et des hommes dans des dossiers de différentes natures. Mais ils savent forcément que je suis une femme. Et on fait ce choix de prendre une avocate. Donc moi j'essaie le challenge en me disant je veux être avocate, mais maintenant je veux aussi démontrer que parce que je suis dans le 93, eh ben, on peut tout à fait être un avocat reconnu de ses pairs et reconnu par ses clients sans avoir besoin de l'étiquette de Paris. Je pense que vraiment à l'heure actuelle, les confrères, bon, Marseille, enfin Marseille aussi d'ailleurs, mais Versailles, les confrères d'Amiens, vous avez notamment les Delarue, père et fils, et puis il y en a d'autres aussi qui sont aussi à Amiens. Il y a une mobilité qui existe de manière encore beaucoup plus importante qu'avant. Avant, certains confrères n'exerçaient que à Évry, que à Amiens. Et maintenant, même tous les grands avocats se déplacent sur la France entière. Donc je crois que c'est aussi important. Et puis, dernière raison, et là vous l'aurez facilement compris, je vous le disais tout à l'heure, Bobigny, c'est 2e juridiction de France. Il y a un potentiel pénal extrêmement important. Et d'ailleurs, la preuve, il y a beaucoup de jeunes avocats qui ont commencé à Paris et qui, lorsqu'ils décident de s'installer, se disent « Où je vais m'installer ?» Parce que je n'ai pas de clients. Ils décident de s'installer à Bobigny. Et j'en ai vu certains en 2 ou 3 ans. Ça y est, c'est des avocats... ils vivent très bien, ils vivent bien, ils sont bons avocats. Je pense qu'il faut un peu en finir avec cette image. En tous les cas, moi, c'est mon nouveau challenge. Ça fait 3 ans que j'y suis. Et je veux vraiment casser cette image de bon avocat rime avec Paris. Et puis, vous avez aussi autre chose qui se passe en pénal. Je ne sais pas si vous le percevez d'ores et déjà. Le pénal, pour un avocat et pour un client, c'est un petit peu comme un médecin de famille. On a besoin, il y a une personnalité qui joue une relation de confiance qui est extrêmement importante. Et donc les clients à Bobigny, ce qui ne se faisait pas à Paris, ils passent au cabinet comme ça. Ils passent parce qu'ils vont de Drancy à Saint-Denis. D'abord, ils ne passent pas le périphérique. C'est très important pour eux parce qu'ils disent le périphérique, c'est le bouchon. Et puis, il y a le côté aussi personnel en se disant c'est allumé chez l'avocat, je peux passer, j'ai quelque chose à lui dire. J'en profite pour vous dire, parce qu'il y a une question qui, moi, m'a beaucoup intéressée, qui vous a été passée, et il y a une étudiante qui a répondu là-dessus. C'était à la question sur la 10e. Quelle disposition interdit à un avocat de raconter à un journaliste ses auditions et confrontations auxquelles il assistait en garde à vue? Michael a répondu, a repris en disant qu'il avait consacré un sujet sur le secret de l'instruction. C'est extrêmement pour les avocats, tous. Je fais partie de l'association des avocats pénalistes. C'est un sujet crucial à 2 niveaux. D'abord, il y a les écoutes téléphoniques qui se sont multipliées, qui ont toujours existé, mais qui se sont multipliées. Il y a les 3 derniers arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur l'affaire de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, qui ont mis en lumière que les magistrats ce qui ne se faisait pas avant, ont élargi le domaine de possibilité d'entendre les écoutes téléphoniques, quand bien même un client écouterait un avocat, avec un subterfuge en disant, en l'occurrence, la personne concernée n'était pas mise en examen, et l'avocat en question est certes un avocat, mais il n'était pas l'avocat. Bon, alors moi je trouve que c'est tiré par les cheveux, mais tout ça pour vous dire que du coup,
à l'heure actuelle où il y a normalement des moyens beaucoup plus faciles de se communiquer qu'avant, on revient, en tous les cas au pénal on l'assiste, les gens se déplacent pour pouvoir dire les choses face à l'avocat parce qu'ils ont peur d'être entendus. Pas forcément parce qu'ils vont tuer quelqu'un, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent dire. Et nous les avocats maintenant, on est extrêmement frileux de répondre au téléphone parce qu'on se dit à quelqu'un, on est confronté à un autre problème actuellement et vous avez besoin de savoir, parce que je crois que certains d'entre vous ont réussi l'école du barreau, la déontologie c'est vraiment maintenant pour nous encore plus de manière beaucoup plus importante qu'avant, c'est pour nous une sécurité. Il faut absolument s'accrocher à la déontologie pour dire à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes règles de droit que nous, on ne peut pas faire ça parce que la déontologie l'interdit. J'illustre mon propos immédiatement. Vous avez les téléphones portables se sont tellement multipliés qu'en détention, tous les détenus, tous, Villepinte, là ce matin j'étais à Bois d'Arcy, Villepinte, Fresnes, en région parisienne, mais même dans la France entière, je crois qu'il n'y a plus une maison d'arrêt en France où les détenus n'ont pas de portable. Ils ont tous leur téléphone portable. Évidemment, c'est interdit. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils sont pris. Mais le problème, c'est qu'ils appellent les avocats. Et l'année dernière, il y a un confrère, notamment défendu par Hubert Delarue, qui s'est retrouvé en justice à Compiègne parce que la personne qui est détenue l'appelle et qu'il répond. Et il va dire après, je ne savais pas qu'il était détenu. Mais il a été poursuivi en justice, il a été condamné. Là, je crois qu'il n'est pas encore passé en appel. Donc, vous avez à la fois, vous, la nécessité d'avoir les notions de base pour exercer le métier. Vous avez après la notion obligatoire, me semble-t-il, de la déontologie qui est maintenant, qui est vraiment une sécurité pour vous. Et puis, vous avez, pour répondre à votre question, pourquoi Bobigny? Parce que Bobigny a cet avantage-là que ça facilite le contact avec les gens. Et pour ceux, là, j'ai rencontré des confrères, on va intervenir avec des confrères qui font plutôt du droit des affaires. Et eux sont confrontés au même problème, sauf que quand ils ont des transactions ou par exemple avec des entreprises qui font des brevets qui doivent être tenus absolument dans la confidentialité, ils sont maintenant, et quand le client est au Japon et qu'ils sont à Paris, il ne s'agit pas de dire je prends ma voiture et je vais voir le... Et alors ils sont confrontés au problème parce qu'il y a le piratage, l'Internet est piraté, les ordinateurs sont piratés, et donc ils sont aussi alors piratés soit par un concurrent, mais ils peuvent être aussi piratés, espionnés par des polices, pas forcément françaises. Donc le secret de la confidentialité est aujourd'hui une vraie difficulté pour l'avocat. Alors il y a beaucoup de polémiques, là l'ENM, enfin ceux qui viennent de passer l'ENM ont les résultats aujourd'hui, mais il y a notamment des questions qui leur sont posées sur savoir est-ce que les avocats ont pas de conscience parce qu'ils écoutent des choses, on leur dit tout ce que peut-être qu'ils ne devraient pas leur dire. Est-ce que l'avocat se rend complice de son client? C'est des sujets absolument récurrents. Mais là, quand la question vous est posée, alors là c'était sur les auditions avec ce qu'on peut dire à un journaliste quand il y a une garde à vue, mais par exemple le truc est très préoccupant pour les jeunes avocats. Vous allez voir quelqu'un en garde à vue, vous assistez à ces auditions en garde à vue, vous êtes tenu au secret, mais vous sortez de la garde à vue, il est minuit, vous êtes fatigué, et dehors vous attendent 5 copains à la mine patibulaire du gars, et qui vous disent qu'est-ce qu'a dit le copain. Il faut savoir que ce soit un homme ou une femme, et surtout les gens savent que vous êtes jeune, ils voient que vous êtes vulnérable. Et il faut savoir leur dire, je n'ai absolument le droit de rien vous dire, parce que d'abord c'est le code de procédure pénale, premièrement, et deuxièmement, comme l'a dit tout à l'heure une étudiante, en disant c'est le secret, on peut dire en tous les cas de l'instruction, mais c'est aussi le secret professionnel des avocats. Donc voilà, alors Bobigny, c'est vraiment le fief par excellence du pénal. Voilà, c'est vraiment à mon avis, c'est une juridiction, enfin, il suffit de voir tout ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses. Encore une fois, moi je fais que du pénal de droit commun, donc là je suis assez servie. Mais en tous les cas, pour les jeunes avocats, je pense vraiment qu'il ne faut pas forcément voir Paris comme l'ultime point de réussite. Et celui qui, enfin il y en a deux qui à mon avis démontrent l'exemple, qui illustre mon propos, c'est justement Éric Dupond-Moretti. Parce que lui, il vient de Lille, il est sur la France entière. Alors maintenant, il a une petite particularité, c'est qu'il a créé un cabinet à Paris. Je ne crois pas qu'il quitte le cabinet, je ne crois pas qu'il vienne à Paris pour avoir sa renommée, c'est pas ça. Je crois que c'est parce qu'il y a tellement de clientèle, il a centralisé à Paris pour des questions de facilité. Mais il ne vient pas, d'après ce que m'a dit Eric, il ne vient pas en se disant je viens à Paris pour avoir encore plus gros, parce qu'il est déjà, tout est gros, donc même lui en premier. Donc même s'il a maigri, je lui ai dit ce que j'ai au téléphone, il est quand même...
Mais il vient à Paris, voilà, pour une facilité. Jean-Yves Liénard, qui est à Versailles, n'est jamais venu à Paris. Il aurait pu venir à Paris, il aurait pu faire notre carrière. C'est un avocat que tout le monde connaît. Donc, pour les jeunes avocats, je pense qu'il ne faut pas nécessairement se dire « je vais aller à Paris parce que je veux faire du pénal ». C'est pas, les choses ont quand même beaucoup changé en matière pénale et les clients ont aussi beaucoup changé, c'est plus la même relation. On va passer à la proclamation des résultats sur cette première phase collective.